Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, bienvenue à cette nouvelle web conférence d'actualité sur les municipales. Donc, ce cycle qu'on a démarré il y a déjà quelques mois et qui aujourd'hui est intitulé Ce qu'il faut savoir sur la décharge de fonction. C'est vrai qu'avec Samuel Diens, que je vais vous représenter d'ici quelques minutes. Euh, on l'avait déjà organisé en avril dernier avec le syndicat des DG, une première webconférence sur le sujet. Et c'est vrai qu'on s'était dit, on a eu beaucoup d'échanges avec un certain nombre de DG qui avaient un vrai besoin sur le sujet. Donc, d'où l'idée de refaire une webconférence. Et c'est vrai qu'on l'avait fait en avril, donc pas mal en amont. C'est vrai que là, on est à quelques semaines du scrutin, donc la problématique est toujours la même, mais c'est vrai qu'il y a le contexte de la proximité de choses qui se précisent, si je puis dire. Donc, voilà, on se dit que ce rendez-vous était nécessaire et c'est vrai que là, aujourd'hui, vous êtes plus de 550 inscrits, donc ce chiffre confirme ce besoin. Parce qu'effectivement, besoin toujours d'informations sur la procédure et le cadre juridique. On se rend compte dans vos questions que tout n'est pas toujours maîtrisé et donc c'est important de le savoir. Donc, à nouveau, grand merci à Samuel Diens, donc, comme je vous disais, avec qui on a lancé cette série sur les municipales. Donc, Samuel Diens est avocat associé au cabinet Goutal, Alibert et Associés, et également maître de conférences associé à l'université de Nîmes. Et nous continuons avec lui d'autres rendez-vous. Là, on sera plus sur l'immédiat après scrutin. Bon, ça, on vous en reparlera dans les prochaines semaines. Euh, donc, pour ne pas être trop long, je vais donner la parole à Samuel tout de suite. Peut-être avant, vous dire, bon, les règles sont toujours les mêmes, hein, c'est une webconférence interactive, donc vous pouvez vraiment commencer à poser vos questions dès à présent. Je vous rappelle hein, la procédure, c'est l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc vraiment, vous pouvez commencer dès à présent. Et notre idée, euh, tout au long de cette webconférence, ça sera de prendre vos questions. C'est vrai que les fois précédentes, il y en avait beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc Samuel, je vous passe tout de suite la parole et peut-être revenir déjà sur j'ai envie de dire, pardon, une définition déjà de ce qu'est la décharge de fonction, ce détachement sur emploi fonctionnel. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Il y a encore, effectivement, on est encore dans la période, tous mes voeux en cette année, ou en tout cas en ce début d'année qui peut être et qui pourrait être mouvementé chez certaines et certains. Alors effectivement, et je laisse Philippe dérouler la présentation, on va revenir sur la définition. Et l'objectif plus globalement de cette séquence, ce webinaire entre nous, c'est de vous donner ou de vous rappeler peut-être les principaux repères juridiques à maîtriser pour qu'il n'y ait pas de difficultés si vous deviez, là aussi il faut rester prudent, il faut rester optimiste et la décharge de fonction n'est jamais inéluctable, elle n'est jamais certaine, même en cas de changement de majorité, puisqu'il peut y en avoir aussi lorsqu'il y a eu renouvellement de la même majorité. Donc, il faut être extrêmement prudent, extrêmement confiant, mais là aussi, et je le dis souvent, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est un petit peu ça l'idée, hein, civis pacem parabellum, c'est-à-dire savoir jusqu'où une collectivité, l'autorité territoriale peut aller ou ne pas aller dans le cadre de cette décharge de fonction, quels sont vos droits, quelles sont vos obligations aussi dans dans la période qui pourrait s'ouvrir. Bref, revenir et se donner, se redonner un certain nombre de références et de réflexes, et notamment fondés sur ce que nous dit le juge, parce qu'au bout du bout, comme toujours, le droit, c'est ce que nous dit le juge sur un certain nombre de situations qu'il a eu à traiter. Alors, vous le voyez, en premier lieu, la définition que vous connaissez sur le principe au moins, la décharge de fonction, c'est la possibilité pour une collectivité par rapport à un agent sur un emploi fonctionnel de mettre fin aux dites fonctions de cet agent. Aujourd'hui, L544-1 du Code général de la fonction publique,
Pour les plus anciens comme moi, on est encore sur l'appellation de la loi du 26 janvier 84 de l'article 53, mais on est sur une codification, vous le savez, à droit constant, et il y a une reprise des règles qui s'appliquaient et qui existaient au sein de la loi du 26 janvier 84 dans le Code général de la fonction publique, et notamment donc aux articles 544-1 et suivants. Alors, ceci dit, quelles sont les conditions d'application sur la diapo suivante, pour que tout de suite on puisse rentrer dans le vif du sujet. D'abord, quelles sont les situations dans lesquelles il est possible de mettre fin aux fonctions d'un agent sur emploi fonctionnel? Alors, évidemment, je mets les deux hypothèses, entre guillemets, les plus vindicatives vis-à-vis du directeur général ou de la directrice générale des services. C'est la première hypothèse, 6 mois suivant la nomination du fonctionnaire de l'emploi ou 6 mois suivant la désignation de l'autorité territoriale après son élection ou son éventuelle réélection. Il y a bien sûr une troisième hypothèse, c'est lorsque, et celle-là, elle est beaucoup moins contentieuse en général, même si elle peut l'être, mais elle est beaucoup moins que les deux précédentes, c'est l'hypothèse où c'est le DG ou la DG qui souhaite qu'il soit mis fin à son emploi fonctionnel. Donc, il y a aussi cette troisième hypothèse pour la cohérence du propos qu'il faut avoir à l'esprit. On va évidemment s'intéresser aux deux situations qui pourraient donner lieu à différents et, le cas échéant, à contentieux. Donc, l'hypothèse dans laquelle, 6 mois après que vous ayez été nommé, on souhaite vous décharger de fonction, ou 6 mois après l'élection de l'autorité territoriale, on souhaite mettre fin à vos fonctions. Petite précision tout de suite d'importance, quand on parle 6 mois à compter de la désignation, c'est bien l'élection de l'exécutif. Pour nos amis en commune, ce sera l'élection du maire. Ce n'est pas l'élection, le premier ou le deuxième tour, où on a élu le conseil municipal. Hein. Ça, c'est un point important en termes de cadrage. Et on va voir que les délais sont extrêmement importants en termes de garantie pour les agents publics que vous êtes. Il faut impérativement que ce point de départ, et on vous a fait un petit schéma tout à l'heure, vous verrez, soit l'élection de l'exécutif et non pas l'élection de l'organe délibérant. S'agissant de la mise en œuvre de cette décharge de fonction, vous le voyez, une première condition impérative, c'est qu'il faut que cette décharge soit précédée impérativement d'un entretien préalable. Et là, vous avez une décision. Alors, on vous a mis, alors c'est peut-être un peu lourd à l'écran, mais vous avez au moins les références des décisions pour pouvoir aller les chercher sur Légifrance en toute tranquillité, pour pouvoir en prendre connaissance. Et vous verrez qu'elles sont souvent très explicites parce que très fondées sur des faits. On le verra, c'est une logique de motivation qui implique qu'il y ait des décisions extrêmement précises, extrêmement détaillées. Dans cette décision de la Cour administrative d'appel de Versailles, le juge vérifie et constate que, et je cite, à la date de dédiction de l'arrêté qui conduit à la décharge de fonction, l'intéressé, c'est-à-dire le DG ou la DG, en l'espèce c'était le DGS, n'avait pu bénéficier d'un entretien régulièrement diligenté avec l'autorité compétente. Donc, on a bien affaire avec cet entretien préalable à une formalité dite substantielle. Tout manque de l'autorité territoriale à la tenue de cet entretien, et on le verra dans les modalités de tenue de cet entretien, constitue un manquement à une formalité substantielle parce que c'est considéré comme étant une garantie essentielle de l'agent qui est mis en situation d'être déchargé. Et donc, le juge s'assure qu'il y a eu effectivement un respect extrêmement précis, extrêmement strict de cet impératif d'entretien préalable. Autre élément, jugement du tribunal administratif de Melun, le juge s'assure qu'il y a eu aussi, avant la prise d'effectivité de la décharge de fonction, qu'il y ait eu non seulement l'information du CNFPT ou du centre de gestion en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez, mais également à l'information, et qui, elle, est considérée comme étant là aussi extrêmement substantielle dans sa portée, l'information de l'Assemblée délibérante. Et on verra à quel point il est important de savoir et de voir comment cette Assemblée délibérante a été informée, puisque ça fait partie, là aussi, des deux conditions essentielles pour savoir si la décharge de fonction a pu valablement ou pas prendre effet. Mais là aussi, je renvoie au schéma que l'on a préparé avec Philippe pour que vous puissiez là aussi vous repérer de manière très visuelle sur l'application dans le temps de la procédure.
Sur cette première condition, donc, revenons un tout petit peu maintenant sur l'entretien préalable. On a insisté sur, et c'est la diapo qui suit, on a insisté sur l'obligation de tenue de cet entretien préalable. Une autre décision, un autre arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles de 2015 vient nous indiquer qu'il faut qu'il y ait, de la part de l'agent qui va recevoir cette convocation à entretien préalable, qu'il y ait une capacité à comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Donc, il faut qu'il n'y ait aucun doute sur l'objet de l'entretien préalable. C'est en général dans l'objet même du courrier, on voit entretien préalable en vue d'une décharge de fonction. Donc, il faut que ça soit clairement mentionné dans la convocation à l'entretien préalable. En revanche, et là, le juge équilibre un petit peu les obligations entre les uns et les autres. Le juge estime que cette convocation n'a pas à préciser les motifs qui pourraient conduire à la décharge de fonction. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, il ne faudra pas que vous soyez informé de ce qui justifie la décharge de fonction. Mais ce n'est pas l'objet du courrier de convocation de mentionner quels sont les motifs qui sont invoqués en vue de votre décharge de fonction. D'accord ? Ça, c'est un point important, là aussi, en termes de régularité. Plus globalement, et dans cette décision, la Cour de Versailles, mais ça a été repris ensuite par le Conseil d'État, nous dit qu'il n'y a aucune disposition particulière qui encadre cet entretien. Et donc, il a fallu que finalement, ce soit le juge qui, affaire par affaire, vienne nous dire un petit peu comment organiser et ne pas organiser cet entretien pour que les autorités territoriales puissent savoir là aussi comment agir. Je l'ai dit, l'objet doit être évident, Versailles. Deuxième élément, c'est une décision de l'autorité territoriale, la décharge de fonction, si elle est menée à son terme, si la procédure est menée à son terme. Et donc, il revient, et ça c'est un jugement du TER de Montpellier du 14 novembre 2023, il revient seulement et strictement à cette autorité territoriale à conduire l'entretien. Là, dans cette décision du TA de Montpellier, on avait un entretien, en tout cas, où on a invoqué que cet entretien n'avait pas été conduit par l'autorité territoriale. Il s'avère que dans cette décision, vous le verrez, vous avez les références, l'autorité territoriale était bien présente pour assurer la direction et la conduite de cet entretien préalable, mais il était accompagné de son adjoint en charge des ressources humaines, et donc avait été invoqué un vice de procédure en indiquant que c'était seulement à l'autorité territoriale d'être là. Le TER de Montpellier a vérifié que la seule condition impérative, c'est qu'il fallait qu'il y ait l'autorité territoriale. Ensuite, qu'il soit accompagné ou pas, ça ne relevait pas là pour le coup d'une formalité substantielle. La seule et véritable formalité, c'est que ça soit bien l'autorité territoriale qui sera compétente ensuite pour signer l'arrêté de décharge de fonction, de pouvoir être présent et de conduire cet entretien préalable avec son directeur ou sa directrice générale des services. Autre élément important, oui. Juste une petite question, autant la prendre en direct parce qu'elle vient de tomber. On nous demande si le maire peut être assisté d'un autre élu. Alors précisément, hein, c'est ce que j'indiquais dans ce jugement du TER de Montpellier. Le maire était bien présent, mais il était assisté de l'adjoint en charge des ressources humaines. Et donc, c'est ce qui avait été invoqué par l'agent déchargé de fonction en indiquant qu'il y avait eu un vice dans l'entretien préalable puisqu'il n'était pas composé de la seule autorité exécutive, et le TER de Montpellier a estimé pour sa part qu'à partir du moment où l'autorité territoriale de plein exercice, en l'espèce le maire, était bien présent, il pouvait être accompagné par un adjoint. La seule condition qu'il fallait respecter, c'était la présence impérative de l'autorité territoriale. Ok, désolé, mais mais aucun problème. Non, mais aucun problème. La pédagogie est un art de la répétition, c'est avec grand plaisir. Alors, s'agissant de la troisième condition, vous le voyez, enfin, en tout cas du troisième élément important dans cette phase de l'entretien préalable, cet entretien, il est d'autant plus important, et on en voit l'importance, puisqu'il faut impérativement que dans l'arrêté de fin de fonction, de décharge de fonction, l'entretien préalable apparaisse dans les visas de la décision, à minima, vu l'entretien préalable en date due, pour que cette mesure soit véritablement
contrôlé par le juge s'il devait être saisi de la légalité de l'arrêté de décharge de fonction. Alors, ceci étant, et c'est peut-être là le point le plus délicat avant de passer au fond, c'est-à-dire à ce qui peut justifier ou pas une décharge de fonction. Pour terminer sur ces questions de procédure, comment s'articulent les différents délais entre, et on va le voir sur le schéma qui arrive, entre le délai de 6 mois, à partir duquel l'autorité territoriale peut prendre un arrêté de décharge de fonction, et puis l'autre délai qui est un délai alors non pas de 3 mois, comme souvent on le dit, et vous voyez, parfois la rédaction des textes est un peu alambiquée. Ici, on ne parle pas d'un délai de 3 mois, on parle d'une prise d'effet de la fin de fonction le premier jour du 3e mois. Le premier jour du 3e mois, ça peut être, et c'est le cas dans mon exemple, 2 mois plus 1 jour. Ce n'est pas 3 mois. D'accord? Donc ça, c'est un point important pour que vous ne vous mépreniez pas à la fois sur ce second critère de délai, mais également sur la prise d'effet. D'accord? Alors, si on se base sur une élection ou une réélection, donc j'y reviens et je réinsiste là-dessus, c'est bien l'élection de l'exécutif qui compte. Partons du 27 mars 2026 pour l'élection du maire ou sa réélection. Le premier délai, vous le voyez, va nous conduire jusqu'au 28 septembre 2026. C'est là où le délai de 6 mois expire, et c'est à partir de cette date-là que l'arrêté du maire peut être pris. Mais, deuxième délai, donc vous voyez que ces délais ne s'excluent pas l'un l'autre, ils s'articulent. Et donc, il faut que les deux soient articulés. Donc, il y a un calcul à faire par l'autorité territoriale pour que les deux puissent tomber de manière assez proche dans le planning. C'est que l'arrêté de prise de décharge de fonction ne prendra effet que le premier jour du 3e mois de l'information de l'Assemblée délibérante. Vous le voyez dans le schéma qui, à mon avis, sera celui qui sera très proche de la réalité. C'est à partir du 27 juillet 2026 que vous pouvez informer l'Assemblée délibérante, ou en tout cas que l'Assemblée délibérante sera informée de la décision de décharge de fonction concernant le DG ou l'ADG. Et le premier jour du 3e mois suivant le 27 juillet, vous le voyez, c'est le 1er octobre. Si on avait été sur un délai de 3 mois, le délai de prise d'effet aurait été le 27 octobre. Ça aurait été un délai de 3 mois. Or, vous le voyez, le texte nous dit premier jour du 3e mois, premier mois, 27 juillet, 27 août, deuxième mois, 27 août, 28 septembre. Premier jour du 3e mois, c'est à partir du 1er octobre qu'on va pouvoir prendre l'arrêté et que cet arrêté sera effectif. Donc, il y a, et vous le voyez, une articulation à respecter dans cette décharge de fonction. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Et vous avez une décision, mais je l'ai déjà citée, vous l'avez, c'est la première décision citée commune de Couprière du Conseil d'État du 23 décembre 2011, où le maire de la commune avait choisi, sûrement parce que ça l'arrangeait, de n'appliquer que le deuxième délai, c'est-à-dire qu'il avait calculé après l'Assemblée délibérante que ça faisait 2 mois plus 1 jour, donc premier jour du 3e mois suivant la date de l'information de l'Assemblée délibérante, et il avait pris l'arrêté de décharge de fonction immédiatement. Le Conseil d'État n'a évidemment pu faire qu'une chose, c'est annuler cet arrêté de décharge de fonction, tout simplement parce que pour avoir respecté le second délai, la décharge de fonction était intervenue dans le délai de 6 mois et non pas à l'issue du délai de 6 mois après l'élection du maire. Donc, il manquait le respect de cette première condition de délai et donc, inévitablement et très logiquement, la décision de décharge de fonction avait été annulée. Donc, vous le voyez, ces deux délais s'articulent. C'est extrêmement important. Alors, certains vont pouvoir se poser la question, oui, mais si on informe l'Assemblée délibérante que le 27 juin, par exemple, dans mon schéma, ben, il faudra quand même attendre le 28 septembre
parce que le 28 septembre, ça sera la date à laquelle on aura constaté l'expiration du délai de 6 mois. Donc, il faut bien que les deux soient impérativement articulés pour qu'il y ait l'égalité de l'arrêté de décharge de fonction, en tout cas sur la forme et la procédure. On va voir dans un instant sur le fond comment justifier ou pas une telle décharge. Sur effectivement ces délais, on avait déjà remarqué avec Samuel Diens beaucoup de questions hein, lors de précédentes webconférences. Là, ça continue. Là, j'ai pas mal de questions aussi sur ce fameux schéma là, que vous avez sous les yeux et de savoir si vous aurez le document. Vous inquiétez pas, avec le lien du replay, on vous l'enverra. Samuel, j'en profite, j'ai une petite question sur le schéma, mais avant, juste pour revenir 2 secondes sur Ouais. l'entretien préalable, une question juste pratique, mais bon, qui peut avoir son importance. Y a-t-il une obligation de compte-rendu à l'issue de l'entretien préalable? Alors, est-ce que légalement il y a une obligation de compte rendu? Non. Est-ce qu'il y a une obligation, j'ai presque envie de dire, stratégique, contentieuse, pré-contentieuse, d'avoir un compte rendu de réunion? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que ça sera le moyen, alors pour l'autorité territoriale de justifier de ce qui a été dit, mais également pour l'agent qui fait l'objet de la décharge de fonction, de pouvoir, parce qu'il en a évidemment communication, de pouvoir s'appuyer sur cet entretien pour justifier, et on va le voir dans un instant, la fragilité des motifs, au-delà des questions de procédure, la fragilité des motifs qui sont invoqués pour sa décharge de fonction. Donc oui, il est très, très fortement recommandé qu'il y ait ce compte rendu. Si l'autorité territoriale, allons plus loin et profitons de cette question qui est tout à fait pertinente pour aller un peu plus loin dans le cas pratique. Si on a une autorité territoriale qui estime ne pas avoir à faire ce compte rendu, moi ce que je recommande, c'est que l'agent lui-même établisse un compte rendu, qu'il puisse l'adresser à l'autorité territoriale et qui sera ensuite autorité territoriale en fonction de ce qui sera mentionné dans la décharge de fonction, enfin dans le compte rendu de l'entretien préalable à la décharge de fonction. Il reviendra à l'autorité territoriale de démontrer que ce qui figure dans le compte rendu qui a été rédigé n'est pas la réalité. Et là, pour le coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, véritablement, cette question, elle est très pertinente parce qu'il faut, et comme toujours, penser à l'après, penser au contentieux. Et malheureusement, en décharge de fonction, alors ça n'arrive pas systématiquement, parce qu'il y a des décharges de fonction qui se déroulent dans de bonnes conditions. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais on a quand même un taux de saisine du juge sur ces décisions-là qui est quand même assez élevé. Et donc, il faut aussi, là aussi, se préparer. Et se préparer, c'est se doter d'éléments de preuve, d'éléments de justification et parfois de non-justification de ce qui est invoqué comme motif à l'appui de la décharge de fonction. Sur les délais, là, mais il y a pas mal de questions. Alors, je vais peut-être pas toutes les prendre, mais au moins déjà une première. Y a-t-il un délai minimal pour informer l'Assemblée délibérante, à minima, après l'entretien préalable? Point d'interrogation. Non. Non. Ce qui va compter, c'est l'articulation des délais, et donc le schéma que vous avez devant vous. C'est ça qui est juridiquement obligatoire. Après, on peut avoir un entretien préalable qui peut arriver assez vite après l'élection du président, c'est parce que ça marche pour l'interco aussi, ou du maire. Évidemment, peut-être avoir un temps pendant un mois et demi, où finalement, parce que ça on l'a vu nous, dans certaines situations, c'est pas la règle, mais ça arrive. Ou au bout d'un mois et demi, on se dit finalement, bon ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine, parce que là, ça se passe plutôt pas trop mal. Est-ce que ça vaut la peine de décharger tout de suite? Et donc, on n'a pas de nécessité de caler l'information de l'Assemblée tout de suite sur la date de l'entretien préalable. Donc là, il n'y a pas de considération de délai impératif à respecter. Ce qui compte, et je le redis, c'est vraiment et que la décharge n'intervienne qu'après le délai de 6 mois après l'élection de l'exécutif et le premier jour du 3e mois suivant l'information de l'Assemblée délibérante.
Un petit retour sur l'entretien préalable. Oui, Là, vous avez répondu tout à l'heure, mais bon, c'est bien de le répéter parce que la bien sûr. question vient juste d'être posée. Est-ce Mhm. que lors de cet entretien, le DGS peut être accompagné? Oui. Alors oui, Mm, même si on n'est pas sur une situation de disciplinaire, hein, ça c'est mm, un point important. Effectivement, l'accompagnement est tout à fait envisageable et je parle au nom de certains de nos partenaires et notamment le SNDGCT. Moi, j'ai souvent eu l'occasion de traiter des dossiers où, plutôt que de prendre un avocat, et là je le dis de manière très directe et très franche, pour cet entretien préalable qui peut tout de suite peut-être donner une dimension, je dirais pas vindicative, même si c'est un droit, c'est pas la question, mais souvent on a la présence d'un membre du syndicat ou d'un autre collègue ou d'un membre d'un autre syndicat, hein, bien sûr, pour qu'il y ait échange et pour qu'il y ait accompagnement de l'agent qui va faire l'objet enfin, qui est l'objet de l'entretien préalable, parce que dans ces moments-là, alors il y a des gens qui vont le supporter très bien et qui vont l'assumer très bien. Il y en a d'autres qui vont peut-être être un peu fragilisés, pas avoir totalement l'esprit sur tout ce qui va être dit, un peu pris mm. par la situation. Et c'est bien qu'il y ait un collègue à côté ou un représentant syndical, un accompagnant, on va le dire comme ça, qui puisse là aussi s'assurer de la bonne tenue et du bon déroulé de cet entretien préalable. OK. Bon, là, on peut continuer. Je reviendrai avec les questions un petit peu plus tard, Samuel. Alors, passons sur Oui. maintenant le fond. On a vu les éléments de procédure, on a vu. Oui. Avant ça, j'ai peut-être la question Ah sondage. ben oui. Allez, oui, Et oui, tout à fait. C'est le bon donc, moment. est-ce qu'on peut passer la question sondage? La seule invocation de la notion de perte de confiance suffit-elle à motiver, je ne la vois plus à l'écran, suffit-elle, excusez-moi, hein, suffit-elle à motiver la décision, la décharge de fonction? Donc voilà, c'est oui ou non. Je vous laisse répondre, parce que comme on va en parler dans un instant, c'est vrai qu'il fallait qu'on pose cette question tout de suite. Et on peut commencer, Samuel, hein. Moi, Allez. là, on a dans les prochaines, je dirais, dans les 20 secondes, j'aurai la réponse, je vous la donnerai. Oh, ben alors, peut-être attendre la réponse pour justement rebondir dessus. Ça, c'est peut-être intéressant de voir Oui, comment nos collègues alors, se j'ai positionnent par déjà un rapport premier chiffre. à cette perte Ça de va, confiance. c'est à peu près le même résultat que ce qu'on avait eu lors de notre précédente webconférence. Bon, les chiffres vont peut-être un peu s'ajuster, mais bon, ça restera la même proportion. Oui, 60%, non, 40%. Toujours très, Ouais. toujours très, très illustratif Mm, de ce que l'on voit, nous, dans les dossiers. Effectivement, je dirais pas qu'il y a une forme de renoncement parfois lorsque la procédure est engagée, mais on se dit, voilà, à partir du moment où ils vont invoquer une perte de confiance, bah, l'affaire est pliée. Non, non, parce que, et on va le voir dans un instant, même si l'autorité territoriale ne se trouve pas dans une obligation de motivation identique à celle qui existe, par exemple, en procédure disciplinaire, on ne peut pas, et ça j'insiste lourdement, mm, on ne peut pas utiliser cette notion de perte de confiance comme, on le dit dans notre jargon, un standard. mm. C'est-à-dire cette espèce de totem d'immunité. J'ai une perte de confiance, donc je peux dégager mon DG ou ma DG sans aucune difficulté. Ça, c'est une erreur. Et ça, c'est pour répondre à une partie des 60% qui imaginent que le simple fait d'invoquer la perte de confiance suffit à justifier, au fond, la légalité de l'arrêté de décharge de fonction. Ça veut dire qu'il va falloir, et on le voit dans un certain nombre Mmh. d'éléments qui apparaissent à l'écran, il va falloir que Mmh. l'autorité territoriale apporte des éléments probatoires. Et ça, c'est Mais un point qui est important. Globalement, évidemment, ça va constituer une perte de confiance dans la plupart des cas. Mais ça ne peut pas se limiter à simplement mmh, l'invocation formelle de perte de confiance égale légalité mmh. de la décharge de fonction. Mais Alors, Samuel, avant de... ça Oui. vous surprend quand même cette proportion aussi importante? Parce que là, pour l'essentiel, ce sont des DG qui nous répondent. Ouais. Ça semblerait une réponse d'élus, j'ai envie de dire.
Alors, c'est une réponse d'élu, mais bon, le DG ou la DG est toujours au contact très fréquemment de son élu, hein, donc il peut Mhm. être par transpiration ou par trop grande proximité parfois. Mais plus sérieusement, on a aussi une approche par analogie. Souvent, on a l'impression que, comme on est sur un emploi fonctionnel, avec tout ce que ça implique comme avantages et inconvénients, eh bien, on a une forme de très grande instabilité, de très grande fragilité qui est structurelle. C'est le poste qui veut ça. Et souvent, c'est par analogie avec les collaborateurs de cabinet où la simple perte de confiance là permet de rompre tout de suite le contrat de collaborateur de cabinet lorsqu'il y en a un ou plusieurs dans la collectivité. Et c'est là où il faut être extrêmement attentif parce que c'est vrai que quand on pose cette question-là à un sondage, on se dit c'est quand même une question simple. Et non, c'est pas une question simple. La preuve, c'est que pour beaucoup, vous estimez que vous êtes sur un siège éjectable et que à tout moment, à partir du moment où on va invoquer une perte de confiance, eh bien, on va pouvoir appuyer sur le bouton pour vous éjecter. Ben non. Avant de pouvoir appuyer sur le bouton, ben, il va falloir respecter là aussi un certain nombre d'impératifs. On a vu les impératifs procéduraux avec les deux délais qui s'articulent. Et il y a aussi des impératifs de motivation. C'est ce qu'on appelle les motifs de la décharge. Alors, si on écarte tout de suite les deux premiers, avant de passer à celui qui va nous intéresser un peu plus longuement, qui est la perte de confiance, je le redis, le premier motif de décharge, ben, c'est tout simplement à la demande de l'agent qui occupe l'emploi fonctionnel. Ça, on l'avait déjà vu en préambule, donc je n'insiste pas. Mais il peut y avoir aussi, et ça c'est un point qui est souvent méconnu également, c'est l'état de santé du fonctionnaire occupant l'emploi fonctionnel. En effet, on a l'impression que parce qu'il y a des problèmes de santé, eh bien, ça gèle la possibilité pour l'autorité territoriale de procéder à une décharge de fonction. La Cour administrative d'appel de Bordeaux, et c'est une décision, vous le voyez, récente, 16 janvier 2024, est venue nous dire que l'état de santé en l'espèce de la directrice générale des services qui était affectée alors d'un burn-out avec épuisement et état dépressif, eh bien, la Cour administrative d'appel de Bordeaux estime que cet état de santé et notamment les absences qui sont la conséquence de la pathologie qui affecte la directrice générale des services constituent un motif justifiant la décharge de fonction puisqu'en raison de son état de santé, et je reprends les termes de la décision, vous avez les références, vous pourrez la retrouver, l'état de santé de l'agent n'est plus compatible avec l'exercice normal des fonctions de DGS. Et donc, à travers cette décision, on voit aussi qu'il y a, je presque envie de dire de manière plus objective encore que la perte de confiance, il y a le motif lié à l'état de santé qui rend incompatible le maintien de l'agent sur son poste de direction générale des services et qui justifie la décharge de fonction qui était dictée. Alors évidemment, et là il faut tout de suite voir, puisqu'en tant qu'avocat on est toujours un peu payé pour voir le mal partout et les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que parce que vous avez été absent pendant 3 semaines à raison d'une vilaine grippe, d'un Covid récalcitrant ou d'un autre problème, que ça justifie tout de suite au bout de 3 semaines qu'on vous décharge de fonction. Attendons-nous bien. Là, on avait un dossier, c'est pour ça qu'on vous met les références pour que vous alliez voir à chaque fois les faits de chaque situation, pour bien comprendre que là, on avait affaire à une situation problématique sur l'état de santé de l'agent qui durait depuis plusieurs mois, on peut même quasiment aller sur 1 année et demie, voire 2 années. Et là, il y avait un véritable problème de fonctionnement politico-managérial en raison de l'absence récurrente de la directrice générale des services sur son poste. Donc, ce n'est pas le moindre motif médical, bien évidemment, qui est susceptible de justifier valablement la décharge de fonction. Mais dans certaines situations, lorsqu'on a des situations d'état de santé particulièrement difficiles pour les agents qui occupent ces fonctions de direction générale, eh bien, on peut mettre fin à l'emploi fonctionnel en excipant de cette situation, sachant que dans la décision, et vous le verrez, le juge a bien pris le soin de s'assurer que l'état de santé qui est invoqué, outre qu'il n'était pas passager,
avait bien objectivement des conséquences sur le fonctionnement et sur le management de la structure. Parce qu'on peut avoir quelqu'un d'absent pour raison de santé, mais que, pardonnez-moi l'expression, mais la boutique continue de bien fonctionner. Là, on avait un lien impératif à établir entre état de santé et dysfonctionnement managérial de la structure. Et c'est ça que le juge a vérifié, au-delà de la dimension de la justification sanitaire de la décharge de fonction, c'est quelles sont objectivement les conséquences de cet état de santé sur le fonctionnement et en l'espèce le dysfonctionnement de l'institution. Et en l'espèce, la décharge de fonction a été validée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Voilà. On a pris un peu de temps là-dessus, mais parce que ça ne va pas de soi que l'état de santé puisse justifier. Mais vous le voyez, à chaque fois, le juge cherche à protéger l'agent en situation de décharge de fonction, a fortiori en situation de fragilité personnelle, comme c'est le cas avec des problèmes de santé. Est-ce que ces problèmes de santé en eux-mêmes sont suffisamment graves pour justifier la décharge? Oui. Deuxième question, est-ce que cet état de santé était de nature à porter préjudice au bon fonctionnement de l'institution? Deuxième condition. Si l'on en vient maintenant à la perte de confiance, et c'est celle qui va nous occuper maintenant, la perte de confiance, c'est un motif tiré de l'intérêt du service qui justifie que l'on mette fin au détachement sur emploi fonctionnel. Une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes qui reprend bien tout ce dispositif-là et qui vient détailler, expliciter ce qu'il faut entendre par motif tiré de l'intérêt du service. En l'espèce, pour vous donner une illustration, dans la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 2 février 2021, la Cour constate que le directeur général des services est évidemment étayé. Vous voyez qu'on n'a pas simplement invoqué perte de confiance. Non, on a justifié par des éléments factuels. Des attestations, des témoignages ont été apportés qui établissent un comportement, et je cite, un comportement brutal et autoritaire du directeur général des services, comportement brutal et autoritaire qui conduisait à l'instauration d'un contexte de travail dégradé. Deuxième élément mis en avant, signalement d'un médecin de prévention du mal-être grandissant dans un certain nombre de services en raison de ce management et de ce comportement brutal et autoritaire. Et donc, le juge en conclut qu'il y avait bien une carence managériale qui nourrissait, justifiait ce fameux motif tiré de l'intérêt du service, en l'espèce la perte de confiance. Donc, vous le voyez, vraiment j'insiste là-dessus et les chiffres du sondage nous y conduisent. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on n'invoque pas comme ça la perte de confiance. Il y a un minimum d'éléments qui doivent être apportés au soutien de cette invocation de la perte de confiance. Alors, si on détaille encore un petit peu plus, qu'est-ce qui est admis par le juge? Quelques illustrations, là aussi. Une situation générale de dégradation du climat de travail qui a été vérifiée par des témoignages concordants. Vous voyez qu'on est très proche de ce qu'on avait dans la décision de Nantes. Bien là, c'est Lyon, 7 mars 2024, qui notamment a permis d'établir dans cette décision du 7 mars une profondeur de divergence entre l'encadrement et de nombreux agents qui a conduit à cette dégradation du climat de travail et qui a généré un climat de suspicion attentatoire à la bonne gestion de la collectivité. Vous le voyez, là aussi, on dit que ça ne va pas, d'accord, mais il a fallu des témoignages, il a fallu des éléments probatoires pour venir étayer cette notion de perte de confiance. Des considérations de fait, Théâtre Versailles, 29 novembre 2024. Alors celui-là, alors je vous recommande tous d'aller les lire, toutes ces décisions et toutes ces références, mais celle-là est extrêmement intéressante parce qu'on voit l'approche du tribunal sur une analyse très casuistique. Voilà, vous m'invoquez une perte de confiance, ok, de quoi on parle? Et là, dans la décision, vous le verrez, le juge constate, avec évidemment l'appui de l'autorité territoriale, un absentéisme important depuis 2 ans. On retrouve la logique de l'absentéisme là aussi, non pas pour des raisons de santé, mais parce que on avait un agent qui était souvent à l'extérieur ou qui prenait des congés à des périodes un peu sensibles. Par exemple, avant le vote du budget, par exemple, ouais, des éléments qui étaient assez problématiques pour un DG ou une DG dans le cadre du fonctionnement institutionnel. Une absence de conseil technique à l'exécutif de manière générale,
Donc, grosso modo, on disait à l'exécutif, débrouillez-vous, hein, alors que c'est quand même le rôle majeur des catégories A et A+, en général, et en particulier quand on est DG, c'est d'être le conseil technique sur certains dossiers de notre exécutif. Troisième élément, des difficultés de management. Et puis, troisième élément, une absence de coordination des services qui conduisait là aussi à un fonctionnement erratique. À la lumière de ces éléments factuels apportés, oui, la perte de confiance est justifiée et donc le théâtre de Versailles, dans cette décision, valide l'arrêté de décharge de fonction. Mais vous le voyez, après une analyse très précise, très factuelle des éléments qui sont apportés par l'autorité territoriale. À l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas été retenu par le juge? C'est des situations dans lesquelles, alors, soit, commençons par le deuxième élément, on a utilisé la notion de perte de confiance sans motif valable ni preuve étayant ces motifs. Donc ça, c'est Sergi Pontoise, vous le voyez, c'est la même décision du 28 octobre 2024. Donc là, vous me dites perte de confiance, certes, mais ça veut dire quoi? On n'a rien dans le dossier, donc il n'y a pas de justification. Ce d'autant, et ça c'est le premier élément qui apparaît dans cette décision du TIA de Sergi Pontoise, c'est qu'on a déchargé de fonction un agent 2 mois simplement après l'avoir renouvelé sur son poste pour une durée de 5 ans. Et, alors ça n'apparaît pas sur la diapo, mais vous le verrez dans la décision, après avoir validé un avancement de grade. Donc, vous comprenez bien qu'en 2 mois, le juge dit, vous n'avez pas pu avoir une perte de confiance objectivement justifiable en 2 mois. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est le deuxième élément qui vient. Vous avez donc utilisé cette notion de perte de confiance comme un standard, et je le redis, une espèce de totem d'immunité, alors qu'il n'y a aucun élément tangible qui justifie que vous reveniez sur votre décision de renouvellement pour 5 ans sur le poste de DG. Donc, j'annule l'arrêté comme étant non motivé, insuffisamment motivé. Et donc, vous le voyez, à travers cette décision du théâtre Sergi, récente là aussi, octobre 2024, eh bien, la perte de confiance doit être alimentée, étayée par un certain nombre d'éléments. Et ça me permet de revenir effectivement sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le compte rendu d'entretien. C'est un des éléments qui permettra d'établir pour l'autorité qu'il y avait suffisamment d'éléments et pour l'agent qui n'en avait pas assez. Là, Samuel, on revient à la question, là, on l'avait déjà eue, mais c'est vrai que là, vous insistez sur l'importance que ça soit étayé. Et la question de se dire, quand la décision tombe assez vite, donc avec une nouvelle équipe municipale et un nouveau maire, comment peut-il argumenter justement de la perte de confiance? C'est souvent les décisions qui sont les plus Complexe. les plus complexes et qui donnent lieu très souvent à des annulations contentieuses. Vous avez entièrement raison et l'agent qui a posé la question a bien vu la logique. À partir du moment où l'expression perte de confiance n'est pas une expression purement superficielle, mais doit être étayée, comment justifier au bout de 2 mois, 3 mois, qu'il y a une perte de confiance? Bon. Ce qui veut dire que juridiquement parlant, dans certaines collectivités, je pense aux collectivités de taille moyenne, on aura, et là je me place du côté de l'autorité territoriale, on aura de grandes difficultés à justifier la perte de confiance, sauf par exemple à invoquer, si le nouvel élu était un opposant, des agissements du DG ou de la DG à l'époque où ce nouveau maire était encore dans l'opposition, des mesures de brimade, d'absence de réponse aux demandes d'information, où il y avait finalement un passif. Voilà. Mais sinon, et je le redis, la question est très judicieuse. Effectivement, là, on va avoir une difficulté d'arriver à une motivation au sens où le juge l'entend. Dans des collectivités où on a une approche politique plus forte, plus présente encore que dans ces collectivités de taille moyenne, ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir d'approche politique forte dans les collectivités de taille moyenne, mais c'est souvent ce qu'on voit dans les collectivités de grande taille, on va plutôt arriver à une décharge de fonction que je vais qualifier de négociée. Et c'est là où la présence
de syndicats et notamment du SNDGCT peut permettre de se dire, bon, je sais que de toute façon, on ne va pas pouvoir continuer ensemble. Voilà. Ça va prendre 2 mois, ça va prendre 6 mois, ça va prendre un an. Ça va être un chemin de croix et pour l'autorité territoriale et pour le DG qui sait qu'inexorablement, on est en train de constituer un dossier contre lui. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vaut bien la peine? Voilà, ça c'est une question, alors c'est pas du tout juridique ce que je vous dis là, c'est peut-être mes vieux réflexes d'ancien DG qui reviennent, mais la question c'est celle-là, c'est de se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'arc-bouter? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas à ce moment-là s'interroger sur une sorte de dispositif de sortie, comme on le dit en bon français, un phasing out, qui soit le plus protecteur des intérêts de la directrice ou du directeur général des services, quitte à ce qu'on ait un peu plus de temps, puisque c'est l'objet d'une négociation, que les 6 mois stricts qui sont fixés par la législation sur le sujet, et avec la possibilité, à travers un protocole transactionnel qui peut être conclu pour assurer la période jusqu'à la prise d'effet de l'arrêté de décharge de fonction, de permettre au directeur ou à la directrice générale des services de savoir où il va pouvoir aller poser ses valises, quel nouveau poste, se lancer peut-être dans une phase aussi de formation. Voilà, cette phase de protocole, elle est aussi faite pour permettre des décharges qui n'aboutissent pas nécessairement à un contentieux. Ça, c'est un élément important. Alors, vous le verrez, alors, je fais un peu de pub à VK, c'est pas Philippe qui m'en voudra, mais vous avez un petit article qui a été publié sur la décharge de fonction et je vous y renvoie dans le VK Le Mag de juillet-août 2025 où vous avez des éléments sur le protocole qui est aujourd'hui prévu à l'article L544-3 du Code général de la fonction publique et qui vient vous dire très précisément quels sont les droits et obligations de l'autorité territoriale dans une période de décharge, quels sont les droits et obligations du DG, avec un aménagement pour permettre au DG en phase de décharge de pouvoir utiliser les moyens de la collectivité pour ses recherches d'affectation, avec, malgré tout, il faut y penser parce qu'on a eu une condamnation pénale qui a fait mal, un minimum malgré tout d'activité que le DG doit fournir, même s'il est en phase de sortie, parce qu'il va continuer à être rémunéré, et vous connaissez la règle aussi bien que moi du service fait, et donc on ne va pas pouvoir, sur la base d'une convention particulière entre le maire et son DG en phase de sortie, acter et valider le principe que je vais être payé simplement pour me former ou pour aller passer des entretiens d'embauche. Donc, il faut vraiment que dans le cadre de cette convention, on trouve le juste équilibre entre la latitude laissée à l'agent pour se retourner et trouver une nouvelle affectation et, de notre côté, lui permettre de toujours justifier la rémunération qui continuera à lui être versée pendant cette période-là. Juste pour revenir sur l'article dont vous parlez, Samuel, il est en ligne également. Donc, pour ceux voilà, parfait. qui ne reçoivent pas le journal, vous pouvez le retrouver. Effectivement, sur ce que vous insistiez sur cette nécessité, le conseil qu'on peut donner de négocier, effectivement, c'est aussi le discours du syndicat national des DG là-dessus. Et de dire, effectivement, les situations, malheureusement, en général, ne s'améliorent pas, voire même elles s'empirent. Et donc, tout le monde y perd des plumes. Donc, autant effectivement que ça ne dure pas des années, qu'une bonne négociation permette à tout le monde d'en sortir de la façon la moins mauvaise, disons. Alors, on va enfoncer, et on va passer peut-être à la fin et au sud de la décharge pour terminer, mais ce point, enfin, le point qui nous occupe là est quand même très important, me semble-t-il. C'est que négocier, c'est pas renoncer. Négocier, c'est pas abdiquer. Négocier, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi de son autorité territoriale. Hein, il faut que les choses soient clairement dites. Il y a des situations dans lesquelles, et on va se parler franchement, l'autorité territoriale va se comporter mal, va se comporter même très mal. Est-ce que ça vous amène à négocier ou à envisager une phase plus dure, voire contentieuse? Chacun répondra à cette question-là.
si je me mets dans la posture qui était la mienne il y a encore quelques années, même si ça commence à faire très longtemps maintenant, tu te comportes mal, on va l'en discuter devant le juge. Il faut être clair là-dessus. Bon. Mais lorsqu'on a une autorité territoriale qui vous dit, de toute façon, entendons-nous bien, on ne va pas pouvoir continuer. Mais moi, je ne suis pas là pour tomber dans on va constituer un dossier, on va faire du harcèlement, des brimades, on va vous retirer petit à petit tous vos avantages, ou à ce moment-là, on a affaire à une autorité territoriale qui me semble, il faut toujours rester vigilant bien sûr, mais qui me semble être en situation de pouvoir entendre un certain nombre de contraintes qui concernent le DG qui va faire l'objet de la décharge. Et là, la possibilité d'une négociation doit être envisagée. À voir ensuite si elle peut prospérer. Vous voyez, mais il faut avancer de manière très progressive, ne se fermer aucune porte, mais ne pas non plus, enfin, cet appel à la négociation, c'est pas non plus un appel à abandonner toute idée de faire annuler par le juge un comportement totalement déplacé ou des irrégularités flagrantes dans le cadre de l'arrêté de décharge de fonction. Vous voyez, c'est vraiment le contexte institutionnel, la relation que vous avez avec le nouvel exécutif qui doit vous conduire à envisager une solution plutôt qu'une autre. Mais si on insiste sur la négociation et sur le protocole, c'est que souvent, on n'y pense pas. Souvent, on se met tout de suite en perspective de on va aller discuter devant le juge parce qu'on est pris sur ce qui semble être sa valeur professionnelle et ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est peut-être un point pour faire le lien avec ce qu'on va se dire maintenant. Mais la décharge de fonction, elle ne révèle pas une carence professionnelle. Elle ne révèle pas une insuffisance professionnelle. Ça, c'est vraiment extrêmement important. On peut être extrêmement expert dans sa fonction et ne plus avoir la confiance de l'exécutif. C'est deux choses différentes. Et dans la décision que je vous ai citée tout à l'heure, et vous le verrez, de la Cour administrative d'appel de Nantes, le juge nantais dit très clairement, mais il n'est pas du tout question de remettre en question la valeur professionnelle du directeur général des services. On dit simplement que ça ne connecte plus, ça ne va plus entre. D'accord. Ça, c'est un point vraiment sur lequel je voulais vraiment insister avant de voir les suites de la décharge de fonction. Mais vraiment, et c'est important en termes de confiance et disons-le, d'orgueil, lorsqu'il y a des décharge de fonction, ce n'est pas le témoignage d'une incapacité professionnelle, c'est que simplement, ça ne va plus ou ça ne va pas avec l'exécutif. Ça, c'est vraiment des points sur lesquels on tenait à insister. Alors, sur les suites, maintenant. D'où l'importance je vous coupe juste un instant, d'où l'importance de l'accompagnement. Exactement. Exactement. Parce que ça, pour un certain nombre de DG, ça ne coule pas toujours de source. Hein. Et on peut comprendre, Absolument. il y a beaucoup de… Mais bien sûr, ah oui, la réaction humaine, est tout à fait, tout à fait. Alors, les différentes situations, vous le voyez, des genres de fonctions. Donc là, on est sur des choses qui sont assez bien connues. Le reclassement, première suite de la décharge de fonction, poste dans la collectivité, donc fin de détachement et on est réaffecté sur un poste. Pour avoir connu, alors non pas à titre personnel, mais j'étais à l'époque DGA et c'est mon DG qui a fait l'objet d'une décharge de fonction. Protocole, négociation, enfin ça s'est fait de manière extrêmement intelligente, on va le dire comme ça. Poste dans l'administration qui était disponible pour le grade de ce DG. Affectation sur ce poste-là. Lui le vivait très bien, tant mieux pour lui. En termes de relations professionnelles avec ses anciens collègues, où tu redeviens finalement un parmi les autres, ça a été à terme un peu compliqué à gérer. Donc il faut toujours s'interroger sur cette logique du reclassement. Après, ça peut être aussi un reclassement temporaire. Il y a un poste, ça nous permet de nous retourner, de nous poser, de se remettre un peu sur pied si on a été un peu ébranlé par la décharge de fonction, et ensuite on repart sur des recherches ailleurs. En tout cas, voilà, c'est une solution possible. Prise en charge immédiate par le centre de gestion ou le CNFPT, là je le répète, en fonction du grade de l'agent qui occupait les fonctions de direction générale. Sachant que la prise en charge par le CDG ou le CNFPT peut être aussi une suite en cas d'absence de reclassement. Donc on a bien ces deux voies. Soit on a essayé de reclasser l'agent, on n'y est pas parvenu, prise en charge, soit prise en charge tout de suite. D'accord ?
L'indemnité de licenciement, bon là, on a un décret qui fixe des tranches de rémunération par année d'ancienneté sur le poste. Donc là, c'est un calcul purement mathématique. Là-dessus, il y a pas beaucoup de difficultés. Moi, je voulais peut-être, pour le temps qui nous reste, insister un tout petit peu sur le congé spécial. Congé spécial qui a un régime juridique qui est distinct selon que le congé spécial est demandé par l'agent en dehors de toute procédure de décharge de fonction et l'hypothèse dans laquelle le congé spécial vient dans une procédure de décharge de fonction. Lorsque l'agent demande un congé spécial, alors qu'on n'est pas du tout dans une phase de décharge de fonction, c'est-à-dire qu'il demande une fin anticipée de détachement sur son emploi fonctionnel sans qu'il y ait une procédure engagée par son autorité pour le décharger, l'octroi du congé spécial n'est qu'une faculté. L'autorité territoriale dispose d'une marge d'appréciation pour savoir si je l'octroie ou pas à l'agent qui vient me demander d'être déchargé de ses fonctions. En revanche, et c'est pour ça que cette petite précision est importante, en cas de procédure de décharge de fonction, la demande de congé spécial doit être attribuée. On doit faire droit à cette demande de congé spécial par l'agent si 3 conditions sont remplies. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va insister pour terminer. Hein. Je regarde le temps qui passe, mais je l'ai bien en tête pour assurer Philippe. 3 conditions extrêmement importantes. La première est 3 conditions cumulatives, hein, c'est-à-dire qu'il faut remplir les 3. Hein. Avoir au moins 20 ans de service valable pour le calcul des droits à la retraite. Deuxième condition, être à moins de 5 ans de l'âge d'ouverture des droits à pension. D'accord ? Et puis, troisième critère, qui parfois est un peu oublié, mais il est important, c'est qu'il faut avoir occupé cet emploi fonctionnel sur lequel on fait l'objet d'une décharge depuis 2 ans au moins. D'accord ? Donc, il y a bien ces 3 conditions cumulatives à remplir. Je rappelle, 20 ans au moins de service valable pour le calcul des droits à pension, être, deuxième critère, à moins de 5 ans de l'âge d'ouverture des droits, et troisième critère, d'occuper cet emploi fonctionnel depuis 2 ans au moins dans la collectivité. Voilà pour ces éléments. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions pour terminer et je crois qu'il y a aussi un sondage. Oui, alors, parce que on arrive effectivement à la fin et effectivement la question sondage. Dans les questions, je dis rien de vraiment de particulier où ça revient un petit peu sur les points qu'on avait vus avant. Donc, ne m'en voulez pas si je les prends pas. Et du coup, j'en profite pour vous poser la seconde question sondage qui nous paraissait intéressant, hein, vu le contexte peut-être de ce scrutin. Là, c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal, mais on peut penser que c'est un scrutin où on va avoir un renouvellement assez important. Donc, voilà, la question qu'on vous pose, c'est à l'approche des prochaines municipales, avez-vous plus d'inquiétude d'une éventuelle décharge des fonctions que lors des précédents scrutins? Donc, oui ou non? Sinon, je pensais la dernière chose, vous l'avez abordé un petit peu, Samuel, c'était sur le protocole. Mmh. Et parce que c'est un outil quand même assez intéressant. Et effectivement, il est défini, si je ne dis pas de bêtises, par la loi de transformation de la fonction publique de C'est ça. 2019. C'est tout Donc à fait ça. Euh, donc vraiment d'insister, je pense, sur cet outil. Hein, c'est ce que vous nous aviez dit la fois Voilà. précédente. Hein. Alors peut-être le temps que nos collègues répondent, donc L544-3, mais effectivement, Philippe a raison, issu de la loi de transformation de 2019. L'idée du protocole, c'est que d'une part, on va acter la décharge de fonction à terme, et c'est ça qui justifie la conclusion de ce protocole. Et ensuite, dans le cadre de ce protocole, on va pouvoir fixer, on va le dire simplement, une règle du jeu pendant cette période de 6 mois, pour fixer les missions,
du DG, la gestion de son temps de travail, les moyens, les moyens qu'on va pouvoir lui laisser mobiliser pour assurer la suite de sa carrière, le temps de travail, les moyens, je l'ai dit, la rémunération, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi ou la manière dont l'autorité territoriale l'accompagne ou favorise cette recherche de mobilité. Donc, vous le voyez, ce protocole-là, il est vraiment destiné à assurer une sortie la plus harmonieuse possible de ce dispositif-là. Ce n'est pas la panacée, mais c'est une solution à laquelle il faut réfléchir si vous avez une autorité territoriale qui est en situation d'entendre votre demande de discussion, de négociation et finalement d'aménagement de la sortie. Résultat du sondage, un oui toujours assez important à 43%, mais beaucoup moins élevé que lors de notre précédent rendez-vous. Alors, effectivement, ce sondage, il n'est pas représentatif, il est représentatif uniquement des gens qui sont là aujourd'hui, mais c'est toujours une indication intéressante. Donc, comme je vous disais, oui, 43% aujourd'hui, et on avait eu 60% en avril dernier. Donc, est-ce que ça veut dire que le climat n'est pas si inquiétant que ça? Je ne veux pas aller trop vite en besogne, mais c'est vrai que dans une période qui est plutôt anxiogène, je me dis si enfin on a une bonne nouvelle, c'est pas mal. Mais une petite réaction, Samuel? Peut-être que, alors ça vaut ce que ça vaut, Oui, on va pas faire de l'analyse de supermarché, on est bien d'accord, mais peut-être qu'en s'approchant de l'échéance électorale, nos collègues DG voient peut-être que le danger d'une arrivée d'une autre liste ou de l'opposition peut-être est moins important que quand on est à un an avant. Avril, on était quasiment à un an avant, donc là, on est encore dans l'effervescence, on peut être encore dans le doute. Là, peut-être qu'en s'approchant de l'échéance, on se rend compte qu'il y a peut-être moins de risques, moins de dangers qu'il y ait des changements de majorité politique, ce qui, bien évidemment, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de procédure de décharge, mais la probabilité est quand même moindre avec un maintien de l'équipe en place plutôt qu'avec une alternance. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça que spontanément, moi, je verrai et puis tant mieux si nos collègues ont confiance au moins en leur avenir. C'est du bon supermarché, je vous rassure, Samuel. Là, je vois l'heure, il va falloir qu'on s'arrête, il est 13 heures. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir rapidement, a priori aujourd'hui ou demain matin, un lien avec le replay de cette webconférence. Il y aura également le document présenté par Samuel Diens, donc pas d'inquiétude à avoir. Cette webconférence sera évidemment aussi en ligne sur le site de VK. À nouveau, vraiment un grand merci à Samuel Diens pour aujourd'hui, pour les autres fois et les fois à venir aussi, j'ai envie de dire. Donc, merci, toujours ces explications très, très claires, très imagées. Donc, vraiment, grand merci à Merci lui. beaucoup. J'en profite aussi pour remercier Cynthia Nguyen et Alicia Cousin en régie, qui ont aussi, pour leur part, aussi un rôle important. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. Samuel, à très bientôt. Au revoir.